Prendre et finir la tresse de Laetitia Colombani. Ce matin, un défi l'a cassé. Cela arrive rarement, pourtant c'est arrivé. C'est une catastrophe, un raz de marée, à l'échelle microscopique, qui anéantit le travail de nombreuses journées. Je songe à Pénélope alors, qui inlassablement refait chaque jour ce qu'elle détruit la nuit. Il me faut tout recommencer. Le modèle sera beau, cette pensée me console. Ne va perdre le fil, je dois m'y raccrocher. Reprendre et continuer. Smita. Varanasi, Uttar Pradesh, Inde. Smita s'éveille en sursaut sur le quai où elle s'est assoupie. Lalita, pelotonnée, contre elle. L'aube pointe ses premiers rayons. Des centaines de personnes se sont mises à courir, emportant tout sur leur passage, en direction d'un train qui vient d'arriver. Elle réveille la fillette affolée. Viens, le train est là, vite! Elles rassemblent leurs affaires à la hâte. Elle a dormi sur leur sac pour le protéger des voleurs. Elle attrape la main de Lalita et s'élance en direction des wagons de 3e classe. C'est une véritable cohue sur le quai, une marée humaine. Les gens se poussent, se bousculent, se piétinent. « Ciao, ciao !» crie-t-on de partout. « Allez, allez !» Smita s'accroche à la poignée de la porte du train. La pression est forte, elle s'y agrippe. Elle tente de faire monter Lalita en premier. Elle a peur que la petite fille n'étouffe entre les voyageurs empressés. Soudain, prise d'un doute, elle se tourne vers l'homme efflanqué à côté d'elle. « Est-ce bien le train qui va à Chennai ?» crie-t-elle. « Non !» répond-il. « Il va à Jaipur. Il ne faut pas suer au panneau !» ajoute-t-il. « Ils sont souvent faux !» Smita rattrape Lalita, déjà quasiment dans le wagon, et repousse ce chemin en fendant la foule à grande peine, comme un saumon remontant le courant. Après plusieurs allées et venues, des renseignements contradictoires, une tentative vaine pour questionner un agent, Smita et Lalita retrouvent enfin le train à destination de Chennai. Elles montent dans le wagon bleu de Sleeper Class. C'est une voiture sans air conditionné. Au confort vétus où grouillent blattes et souris. Elle se glisse péniblement dans le compartiment surpeuplé jusqu'à une place minuscule sur une banquette en bois. Une vingtaine de personnes sont déjà entassées dans cet espace de quelques mètres carrés. Au-dessus, les emplacements réservés aux bagages sont occupés par des hommes et des femmes dont les jambes pendent dans le vide. Le trajet sera long. Plus de 2000 kilomètres à parcourir ainsi. Leur train est un omnibus, moins cher que l'express. Il s'arrête partout et roule lentement. Traverser l'Inde, quelle folie, se dit Smita. C'est l'humanité tout entière qui voyage ici, amassée, suffocante, épuisée dans ces wagons de dernière classe. Partout, des familles, des bébés, des vieillards assis par terre ou debout, serrés au point de ne pouvoir bouger. Les premières heures du voyage se déroulent sans encombre. Lalita dort, Smita somnole, dans un état de demi-conscience sans rêve. L'enfant s'éveille, soudain, prise d'un besoin pressant. Smita entreprend de se frayer un chemin avec elle jusqu'au bout du wagon. L'entreprise est hasardeuse. Il est difficile de ne pas piétiner les nombreux passagers, assis par terre. Malgré ses précautions, elle marche sur l'un d'eux, qui l'invective d'un air furieux. Lorsqu'elle parvient devant la porte des toilettes, celle-ci est fermée à double tour. Smita tente de l'ouvrir, il frappe plusieurs coups. Pas la peine d'insister, lance une vieille femme édentée à la peau tannée, comme un parchemin, assise par terre. Cela fait des heures qu'ils sont enfermés là. Une famille entière qui cherchait un coin où s'asseoir et dormir. Ils n'en sortiront pas avant la fin du voyage, leur dit-elle. Smita se met à tambouriner, tantôt autoritaire, tantôt suppliante. Inutile de s'égosiller, ajoute la vieille dame. D'autres ont déjà essayé. Ma fille a vraiment besoin, souffle Smita. La vieille édentée désigne un coin du wagon. Il n'y en a qu'à faire là. Ou attendre le prochain arrêt. Lalita semble paralysée. Elle ne peut pas se soulager devant les autres voyageurs. À 6 ans, elle a déjà un sens aigu de la dignité. Smita lui fait comprendre qu'elle n'a pas le choix. Elles ne pourront prendre le risque de descendre au prochain arrêt. Trop bref.
À la gare précédente, une famille s'est retrouvée piégée. Il y avait du monde partout sur le quai. Ils n'ont pu remonter dans le train. Il est reparti sans eux, les abandonnant au milieu de nulle part, dans cette gare inconnue, sans bagages. Lelita secoue la tête. Elle préfère se retenir. Il y aura une halte plus loin, dans 1 heure ou 2, à Jabalpur. Elle tiendra jusque-là. La tresse de Laetitia Colombani. Bonsoir. Tandis qu'elles regagnent leur banquette, une odeur pestilentielle envahit le wagon, une puanteur d'urine et d'excréments mêlés. De rien avec les Iriennes. C'est ainsi à chaque gare que le train dessert. Les habitants des villes ont l'habitude de venir se soulager près des voies de chemin de fer. Smita la connaît bien. Cette odeur, elle est partout la même. Elle n'a pas de frontières. Elle ignore le rang, la caste ou la richesse. Elle y est habituée, mais elle retient son souffle, comme elle l'a fait tant de fois lors de sa tournée. Elle place un foulard sur son nez et celui de sa fille. Elle est sur YouTube, il y a tous les replays. Plus jamais ça. Elle se l'est promis. Ne plus vivre en apnée. Respirer librement, dignement. Enfin. Le train repart, l'odeur infâme se dissipe pour faire place à celle, moins suffocante bien que nauséabonde, des corps serrés et transpirants. Il est bientôt midi. La chaleur est difficile à supporter dans les compartiments surpeuplés, dont un seul ventilateur brasse l'air fétide. Smita fait boire, Lalita, lampe elle-même quelques gorgées. La journée s'étire dans une torpeur moite. Certains cirent leurs chaussures au milieu du compartiment. D'autres regardent le paysage à travers la porte entr'ouverte. Ou se pressent au barreau des fenêtres, espérant y trouver quelques bouffées d'air frais, là où ne vient s'engouffrer qu'un flux d'air tropical. Un homme arpente le train en récitant des prières, verse de l'eau sur la tête des voyageurs en guise de bénédiction. Un mendiant balaye le sol du wagon en réclamant quelques pièces pour son entretien. Il raconte, à qui veut l'entendre, sa triste histoire. Il travaillait au champ avec sa famille dans le nord lorsque de riches fermiers vinrent chercher son père qui leur devait de l'argent. Ils l'assommèrent, fracturèrent ses membres et arrachèrent ses yeux avant de le pendre par les pieds devant sa famille réunie. Lalita tressaille au récit de cette sombre histoire. Smita invective le mendiant, qu'il aille donc balayer ailleurs. Ici, il y a des enfants. À côté d'elle, une femme ronde trempée de sueur raconte qu'elle se rend au temple de Tirupati pour y faire une offrande. Smita sort de sa torpeur. Le fils de la femme est tombé malade. Il était perdu aux yeux de médecins. Un guérisseur lui a conseillé de faire un sacrifice dans un temple et son fils a guéri. Aujourd'hui, elle va remercier Vishnu pour ce miracle en déposant des vivres et des couronnes de fleurs au pied de sa statue. Pour cela, elle a entrepris un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Elle se plaint des conditions du voyage, mais c'est ainsi, ajoute-t-elle. Dieu décide si le chemin qui mène à lui doit être difficile. La nuit arrive, dans le wagon, on s'organise pour trouver un semblant de repos. Les banquettes en bois se transforment en couchettes. Il est néanmoins malaisé d'y dormir. Smita finit par s'assoupir, collée au petit corps de Lalita, près de la femme opulente. Elle repense à la promesse qu'elle a faite elle-même à Vishnu avant d'entreprendre ce voyage. Elle doit tenir parole, se dit-elle. Elle prend alors une décision, là, sur cette couchette en bois, dans cette nuit profonde, quelque part entre l'état de Chhattisgarh et de l'Andhra Pradesh. Demain, Lalita et elle ne poursuivront pas leur route jusqu'à Chennai, comme elle l'avait prévu. Lorsque le train s'arrêtera en gare de Tirupati, elles en descendront et gagneront la montagne sacrée pour rendre hommage à leur divinité. Smita s'endort avec cette pensée, soudain apaisée. Vishnu les attend. Son Dieu est là, tout près. Julia, Palerme, Sicile. Julia a rejoint Kamal dans la rue en pleine nuit. Elle se sent fébrile, soudain, face à lui. Que va-t-il dire? Qu'il l'aime? Qu'il ne veut pas qu'ils soient séparés? Assurément, il va tenter de la retenir, de l'empêcher de contracter ce mariage insensé.
Comme dans ces mélodrames que la maman regarde à longueur de journée. Julia s'attend à des étreintes, à des adieux déchirants. Il faudra se quitter pourtant. Mais Kamal n'est pas larmoyant, pas même ému. Excité plutôt, impatient, ses yeux brillent d'un étrange éclat. Il parle à voix basse, rapidement, comme on livrerait un secret. J'ai peut-être la solution, dit-il, pour l'atelier. Sans plus d'explication, il lui prend la main et l'entraîne en direction de la mer, vers cette grotte où ils ont l'habitude de se retrouver. Dans l'obscurité, Julia a du mal à discerner ses traits. Il a lu sa lettre, dit-il. La fermeture de l'atelier n'est pas une fatalité. Il y a une solution qui pourrait les sauver. Elle le dévisage. Incrédule, quelle étrange énergie s'est emparée de lui. Si calme d'ordinaire, Kamal est exalté. Il poursuit si le code de conduite des Sikhs leur interdit de se couper les cheveux. Il n'en est pas de même pour les hindous dans son pays. Eux les coupent, au contraire par milliers, dans des temples en offrande à leur divinité. Si l'acte de se raser la tête est considéré comme sacré, les cheveux, eux, ne le sont pas. Ils sont ensuite ramassés et vendus sur des marchés. Certains ont même fait commerce de cette activité. Si la matière première vient à manquer ici, conclut-il, il faut aller la chercher là-bas, importer. C'est la seule façon de sauver l'atelier. Julia ne sait que dire. Elle aussi entre sidération et bonsoir, merci, c'est gentil pour les incrédulité. Le projet de Kamal lui paraît insensé. Des cheveux indiens, quelle étrange idée. Bien sûr, elle saurait les traiter. Elle connaît la formule chimique de son père. Elle pourrait les décolorer et les rendre de ce blanc laiteux qui permet de les reteindre ensuite. Elle en a la connaissance et la capacité. Mais cette idée l'effraie. Importer, le terme lui paraît presque barbare, comme emprunter une langue étrangère, une langue qui n'est pas celle d'ici, des petits ateliers. Les cheveux traités par les Lanfredi viennent de Sicile. Il en a toujours été ainsi, ce sont des cheveux locaux, des cheveux de l'île. Lorsqu'une source tarit, il faut en chercher une autre, répond Kamal. Si les Indiens ne gardent plus leurs cheveux, si les Italiens ne gardent plus leurs cheveux, les Indiens, eux, les donnent. Ils sont des milliers à se rendre dans les temples chaque année. Leurs cheveux sont vendus par tonnes, c'est une manne presque inépuisable. Julien ne sait que penser. Cette idée la séduit, et la seconde d'après lui semble hors de portée. Kamal affirme qu'il peut l'aider. Il parle la langue, il connaît le pays, il pourrait être un trait d'union entre l'Inde et l'Italie. Cet homme est merveilleux, se dit-elle. Il semble croire que tout est possible. Elle s'en veut d'être si sceptique et désespérée. Elle revient chez elle, la tête en feu. Son esprit s'agite comme un singe dans une cage, impossible à calmer. Elle ne parviendra plus à dormir, inutile d'essayer. Elle allume son ordinateur et passe le reste de la nuit à faire des recherches enfiévrées. Kamal dit vrai. Sur Internet, elle trouve des images d'indiennes et d'indiens dans les temples, dans l'espoir d'une bonne récolte, d'un mariage heureux ou d'une meilleure santé. Des hommes et des femmes viennent offrir leurs cheveux à leur divinité. Il s'agit pour la plupart de pauvres et d'intouchables, dont la chevelure constitue la seule richesse. Il y a aussi cet homme d'affaires anglais, dont cet article qu'elle vient de découvrir, qui a fait fortune dans le commerce des cheveux importés. Il est maintenant connu dans le monde entier. Il se déplace en hélicoptère. Dans son usine près de Rome, il fait venir les mèches indiennes par tonnes. La marchandise arrive par avion à l'aéroport de Fiumicino avant d'être acheminée dans une zone industrielle au nord de la ville, où elle est traitée dans d'immenses ateliers. L'anglais l'affirme, les cheveux indiens sont les meilleurs du monde. Dans sa villa romaine, allongée près de sa piscine, il explique comment ils sont désinfectés, puis démêlés, plongés dans des bains de dépigmentation, avant d'être recolorés en blond, châtain, roux ou auburn, devenant en tout point semblables aux cheveux européens. On transforme l'or noir en or blond, dit-il avec satisfaction. Les mèches sont ensuite classées par longueur, puis réunies en paquets et envoyées aux quatre coins du monde, où elles sont transformées en extensions ou perruques. 53 pays.
25 000 salons de coiffure, les chiffres donnent le tournis. Son entreprise s'est transformée en multinationale. Au début, on se moquait de lui, avoue-t-il, et de sa folie initiative. Mais la firme a prospéré. Elle compte aujourd'hui 500 employés, des sites de production sur 3 continents, et assure 80% du marché du cheveu mondial, conclut-il fièrement. Julia est perplexe. Tout semble simple pour l'homme anglais. Ce qu'il a réalisé, en serait-elle capable? Comment parviendrait-elle à ce tour de force? Qui est-elle pour se croire à la hauteur de ce projet? Transformer l'atelier familial en entreprise industrielle? N'est-ce pas pure utopie? Pourtant, l'anglais l'a fait. S'il a réussi, le peut-elle aussi? Bonsoir, merci pour les likes, c'est gentil. Une question plus que toute autre. La tourmente. Que dirait son père? La soutiendrait-il dans cette voie? Il affirmait qu'il fallait voir grand, être audacieux et entreprenant. Néanmoins, il était farouchement attaché à ses racines et à son identité. Les cheveux siciliens, se plaisait-il à répéter à qui voulait l'entendre, en désignant ses mèches. Évoluer. Serait-ce donc le trahir? Julia songe à sa photo dans le bureau, près de celle de son père et de son grand-père, 3 générations de Langfrandy qui se sont succédé à l'atelier. Elle se dit alors que la vraie trahison serait de renoncer. Anéantir le travail de leur vie, ne serait-ce pas cela, les trahir tout à fait? Soudain, elle veut y croire. Ils ne se noieront pas. L'atelier n'est pas condamné. Elle n'épousera jamais Gino Battagliola. L'idée de Kamal est un don, une chance, une providence. C'est le Costa Concordia, s'est-elle dit, ce jour-là, devant le tiroir du papa. Mais il lui semble à présent qu'un bateau s'avance dans le noir pour les secourir et leur lancer une bouée. Elle songe à Kamal et comprend soudain que cet homme, elle ne l'a pas rencontré par hasard, le jour de Santa Rosalia. Il lui a été envoyé. Le ciel a entendu sa prière et l'a exaucé. Il est là le signe, le miracle qu'elle attendait. Smita, Tirupati, Andhra Pradesh, Inde. Tirupati, Tirupati! Un homme dans le wagon s'est mis à crier. Le train s'arrête bientôt en gare à Tirupati. Les freins crissent sur les rails. Aussitôt, des torrents de pèlerins se déversent sur les quais, chargés de couvertures, de bagages, de timbales en métal, de provisions, de fleurs, d'offrandes, des enfants dans les bras, des vieillards sur le dos. Tous se pressent vers la sortie, en direction de la colline sacrée. Prise dans ce flux torrentiel, incapable de lutter contre le courant, Smita se cramponne à la main de Lalita. Redoutant qu'elle ne lui soit arrachée, elle finit par la prendre dans ses bras. La gare ressemble à une fourmilière où se presseraient des dizaines de milliers d'insectes. On parle de 50 000 pèlerins chaque jour, jusqu'à 10 fois plus le jour de fête, venus rendre hommage à Lord Venkateshwara, le seigneur des 7 collines. L'une des incarnations de Vishnu. On lui attribue le pouvoir d'exaucer toute demande faite devant lui. Sa gigantesque statue repose dans le sanctuaire du temple, tout en haut de la colline sacrée qui domine la ville, étendue à ses pieds. Au contact de ces milliers d'âmes ferventes, Smita est prise d'une sorte d'exaltation, en même temps que d'une grande frayeur. Elle se sent petite, dérisoire, au milieu de cette foule qui lui est étrangère et qui pourtant partage le même élan. Tous viennent ici dans l'espoir d'une vie meilleure, ou en remerciement d'une faveur, la naissance d'un fils, la guérison d'un proche, une bonne récolte, un mariage heureux. Pour se rendre au temple, certains se pressent vers les bus qui acheminent les pèlerins en haut de la montagne, moyennant 44 roupies. Tous savent pourtant que le vrai pèlerinage se fait à pied. Smita n'est pas venue de si loin pour se laisser aller à la facilité. Elle retire ses sandales et celles de Lalita, comme le veut la tradition. Ils sont nombreux comme elle à se déchausser, en signe d'humilité, pour entamer l'ascension des marches qui mènent aux portes du temple. 3600 marches environ, 15 kilomètres, 3 heures d'effort. Précise un vendeur de fruits assis sur le bas-côté. Smita s'inquiète pour Lalita. La petite fille est fatiguée. Elles ont peu dormi dans le train inconfortable et surpeuplé. Qu'importe, elles ne peuvent plus reculer. Elles iront à leur rythme.
dussent-elles y passer la journée. Vishnu a veillé sur elles. Il les a emmenées jusqu'ici. Elles n'ont pas le droit de faillir si près de lui. Smita dépense quelques roupies en noix de coco que Lalita dévore avec appétit. Elle en conserve une qu'elle casse sur la première marche du parcours en offrande aux dieux, selon la coutume. Certains allument de petites bougies qu'ils déposent sur chaque marche. Il faut du courage et une grande volonté pour monter jusqu'au temple plié en deux. D'autres y appliquent un mélange de pigments d'eau et d'eau qui donne à l'escalier une couleur flamboyante, pourpre et ocre. Les plus pieux et les plus volontaires font le chemin à genoux. Smita observe une famille entière qui avance ainsi lentement, grimaçant de douleur à chaque marche franchie. Quelle abnégation, se dit-elle avec envie. Au premier quart du parcours, Lalita montre des signes de fatigue. Elle marque des pauses pour se désaltérer et reprendre leur souffle. Au bout d'une heure de marche, la fillette n'en peut plus. Smita hisse le petit corps frêle sur son dos pour continuer la montée. Elle-même est fluette, au bord de l'épuisement, mais elle est tout entière à son but, concentrée sur l'image de ce Dieu tant aimé devant lequel, bientôt, elle se tiendra. Il lui semble que Vishnu décuple ses forces aujourd'hui pour lui permettre à elle, Smita, d'arriver tout en haut et se prosterner devant lui. Lalita dort depuis un moment déjà lorsque Smita achève son ascension. Elle s'assoit pour reprendre son souffle devant les portes du temple. De hautes enceintes en délimitent l'espace sacré. Une gigantesque tour de granit blanc d'architecture dravidienne s'élance vers le ciel. Smita n'a jamais rien vu de tel. Tirumala est un monde en lui-même, plus peuplé qu'une ville. Comme le veut la tradition, on n'y vend ni alcool, ni viande, ni cigarettes. On y accède en achetant un ticket. Le moins cher coûte 12 roupies, précise un pèlerin âgé à Smita. Une foule innombrable se presse devant le guichet derrière lesquels, de temps en temps, paraît un visage. Elle comprend alors que ce chemin éprouvant n'était qu'un avant-goût de ce qui les attend. Il leur faudra patienter des heures avant d'espérer entrer dans le sanctuaire. Il est tard. La nuit commence à tomber. Smita a besoin de repos. Elle doit dormir un peu, ou du moins essayer. Parmi les nombreux vendeurs de fleurs et d'objets touristiques qui se pressent près des portes du temple, un homme s'avance vers elle. Il a remarqué son air désemparé, sa lassitude profonde. Il existe des dortoirs gratuits réservés aux pèlerins, lui dit-il. Il peut leur montrer le chemin. Il a des visages, s'attarde sur Lalita. En échange d'une ou deux faveurs, il les emmènera là-bas. Smita saisit la main de sa fille et l'entraîne vivement loin du prédateur. Son visage était pourtant avenant, on aurait dit celui d'un ange. Elle est parcourue d'un frisson à l'idée de passer la nuit dehors. Deux femmes seules sont des proies si faciles. Il leur faut trouver un abri pour la nuit. C'est une question de survie. Au bord de la route, un sadhu vêtu d'un longi jaune, la couleur des Vishnuites, lui indique la direction à suivre. Le premier dortoir est fermé, le deuxième affiche complet. À l'entrée du troisième, une vieille femme annonce qu'il ne lui reste qu'un lit. Qu'importe. Smita et Lalita ont tant partagé qu'elles ont l'impression de ne plus faire qu'une. Elles pénètrent dans la salle vétuste où sont alignées des dizaines de couches sommaires, s'étendent l'une contre l'autre et malgré le brouhaha ambiant, sombrent dans un sommeil profond. Sarah, Montréal, Canada. Voilà 3 jours que Sarah ne sort plus de son lit. Hier, elle a appelé le médecin pour lui demander un arrêt de travail, le premier de sa carrière. Elle ne veut pas retourner au cabinet. Elle ne supporte plus cette hypocrisie, cette mise à l'écart dont elle est devenue l'objet. D'abord, il y a eu le déni, l'incrédulité, puis la colère, une rage incontrôlée s'est emparée d'elle. L'abattement lui a succédé, incommensurable, comme une étendue désertique n'offrant pas d'échappée. Sarah a toujours été maîtresse de ses choix, des orientations de sa vie. Elle était une executive woman, comme on dit ici, littéralement, une personne jouissant d'une position dominante dans une entreprise ou une compagnie qui prend les décisions et les fait appliquer. Dorénavant, elle subit. Elle se sent trahie, comme une femme répudiée, qu'on renvoie parce qu'elle n'a pas donné ce qu'on attendait d'elle, parce qu'on la juge inapte, insuffisante, stérile. Elle qui a vaincu le plafond de verre se heurte aujourd'hui à ce mur invisible qui sépare le monde des biens
portant de celui des malades, des faibles, des vulnérables, auxquels elle appartient désormais. Johnson et ses pères sont en train de l'enterrer. Ils ont jeté son corps dans une fosse et ils l'ensevelissent lentement, à grandes pelletées de sourires, à grands coups de fausse compassion. Professionnellement, elle est morte. Elle le sait. Comme dans un cauchemar, elle assiste impuissante à son propre enterrement. Elle a beau hurler, crier qu'elle est là, vivante, dans le cercueil, personne ne l'écoute. Son calvaire prend des allures de rêve éveillé. Ils mentent tous autant qu'ils sont. Ils lui disent « Sois forte ». Ils lui disent « Tu vas t'en sortir ». Ils disent « On est avec toi ». Mais leurs gestes indiquent le contraire. Ils l'ont laissé tomber. Comme ces objets abîmés que l'on jette au rebut. Elle est mise à l'index. Elle, qui a tout sacrifié au travail, est aujourd'hui elle-même sacrifiée sur l'autel de l'efficacité, de la rentabilité, de la performance. Ici, c'est marche ou crève. Qu'elle s'en aille donc crever. Son plan n'a pas fonctionné. Son mur s'est effondré, dynamité par l'ambition d'Inès, doublée de celle de Kirst avec la bénédiction de Johnson. Elle pensait qu'il aurait défendu, ou du moins qu'il aurait essayé. Il a abandonné sans regret. Il lui a enlevé la seule chose qui la tenait debout, la seule qui lui donnait la force de se lever le matin. Son moi social, sa vie professionnelle, l'impression d'être quelqu'un dans ce monde, d'y avoir sa place. Ce qu'elle redoutait a fini par arriver. Sarah est devenue son cancer. Elle est sa tumeur personnifiée. En elle, les gens ne voient plus une femme de 40 ans, brillante, élégante, performante, mais l'incarnation de sa maladie. Pour eux, elle n'est plus qu'une avocat malade. Elle est une malade avocate. La différence est de taille. Le cancer fait peur. Il isole, il éloigne. Il pue la mort. À son contact, on préfère se détourner, se boucher le nez. Intouchable, voilà ce que Sarah est devenue. Reléguée au ban de la société. Alors non, elle ne retournera pas là-bas, dans cette arène qui l'a condamnée. Ils ne la verront pas tomber. Elle ne se donnera pas en spectacle. Il ne s'offrira pas en pâture au lion. Il lui reste encore ça, sa dignité, le pouvoir de dire non. Ce matin, elle n'a pas touché au plateau du petit déjeuner que Ron a préparé pour elle. Les jumeaux sont venus l'embrasser, se sont glissés dans son lit. Elle n'a même pas réagi au contact de leur petit corps chaud et souple. Anna l'a suppliée, a tout essayé pour la faire se lever. Elle l'a encouragée, menacée, culpabilisée. En vain. Elle sait qu'elle trouvera sa mère dans la même position en rentrant ce soir. Sarah passe ses journées ainsi, dans une léthargie morbide, en engourdissement progressif. Elle se lance lentement dérivée loin du monde. Elle revoit le film de ces dernières semaines, se demande ce qu'elle aurait pu faire pour en changer le cours. Rien, sans doute. La partie s'est jouée sans elle. Game over. Terminé. Prétendre que tout va bien, que rien n'a changé, conserver une vie normale, garder le cap, tenir, faire semblant, elle s'en est crue capable. Elle pensait gérer la maladie à la manière d'un dossier, avec méthode, application et volonté. Cela n'a pas suffi. Dans un rêve semi-éveillé, elle imagine la réaction de ses collègues à l'annonce de sa mort. C'est une pensée macabre, pourtant ainsi complet, comme on choisit parfois d'écouter un air triste lorsqu'on a du chagrin. Elle voit déjà leurs mines éplorées, leurs airs faussement navrés. Ils diront « Oh, la Tuneur était maligne » ou bien « Elle se savait condamnée ». Ils diront « Il était trop tard » ou pire « Elle avait trop attendu », la rendant ainsi responsable, voire coupable de son sort. La vérité est ailleurs. Ce qui tue Sarah Cohen, ce qui la ronge à petit feu, ce n'est pas seulement la tumeur qui a pris possession de son corps et mène la danse, une danse cruelle aux mouvements imprévisibles. Non. Ce qui la tue, c'est l'abandon de ceux qu'elle considérait comme ses pairs dans ce cabinet dont elle a contribué à faire la renommée. C'était sa raison d'être, le sens de sa vie, son ikigai, comme disent les Japonais. Sans lui, Sarah n'existe plus. Elle n'est qu'un être creux, vidé de sa substance. Elle s'étonne encore de sa crédulité. Elle qui craignait que sa maladie déstabilise le cabinet se heurte à une vérité plus cruelle. Il fonctionne très bien sans elle. Sa place de parking sera réattribuée, ainsi que son bureau, et se battront pour l'obtenir.
et cette pensée l'anéantit. Inquiet, son médecin lui a prescrit des antidépresseurs. Selon lui, la dépression est un mode de réaction fréquent à l'annonce d'une maladie grave. C'est un facteur d'évolution défavorable pour le cancer. Il faut se ressaisir. Sombre idiot, a pensé Sarah. Ce n'est pas elle qui est malade, c'est la société tout entière qu'il faudrait soigner. Les faibles qu'elle devrait protéger et accompagner, elle leur tourne le dos comme ces vieux éléphants que le troupeau laisse derrière lui, les condamnant à une mort solitaire. Dans un livre pour enfants sur les animaux, elle a lu un jour cette phrase. Les carnivores sont utiles à la nature, car ils dévorent les faibles et les malades. Sa fille s'est mise à pleurer. Sarah l'a consolée en lui disant que les humains n'obéissaient pas à cette loi. Elle se croyait du bon côté de la barrière, dans un monde civilisé. Elle se trompait. Alors on peut lui en prescrire des pilules autant qu'on veut. Elles ne changeront pas grand-chose, ou si peu. Il y aura toujours des Johnson ou des Kurst pour lui remettre la tête sous l'eau. Bande de salauds. Les enfants sont partis, la maison est redevenue silencieuse. Sarah se lève, marcher jusqu'à la salle de bain, c'est tout ce dont elle est capable ce matin. Dans les miroirs, sa peau est pâle, comme une feuille de papier, si fine que la lumière semble la traverser. Ses côtes sont saillantes, ses jambes ressemblent à des baguettes, prêtes à casser au moindre faux pas, comme des allumettes. Avant, ses jambes étaient galbées, ses fesses moulées dans des tailleurs élégamment coupés. Son décolleté était une arme de séduction avérée. C'était un fait. Sarah plaisait. Peu d'hommes lui résistaient. Elle avait eu des aventures, des histoires, elle avait même eu 2 amours. Ses 2 maris, surtout le premier qu'elle avait tant aimé. Qui la trouverait belle aujourd'hui avec sa mine blafarde et son corps amaigri, dans ce jogging trop grand qui flotte sur elle tel un drap de fantôme. La maladie effectue son travail de sape. Bientôt, elle en sera réduite à prendre les affaires de sa fille, du 12 ans. Voilà tout ce qu'elle pourra porter. Une taille enfant. Quelle flamme pourrait-elle allumer ainsi? Dans les yeux de qui? À cet instant, Sarah se dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour que quelqu'un la prenne dans ses bras. Pour se sentir une femme, quelques secondes encore dans les bras d'un homme. Ce serait si doux. Un sein en moins. Au début, elle n'a pas voulu se l'avouer. La peine, le chagrin. Comme elle le fait toujours, elle a placé un voile sur la chose, dans une tentative un peu vaine pour la mettre à distance derrière un écran. Ce n'est rien, s'est-elle répétée. La chirurgie plastique fait des miracles. Le mot pourtant lui a paru bien laid. Ablation. Un mot qui rime avec punition, agression, mutilation, amputation, démolition. Guérison aussi peut-être, si elle a de la chance. Qui peut le lui promettre? Lorsque Anna a appris pour sa maladie, elle a paru très triste. Elle a réfléchi un moment, puis elle a prononcé cette phrase. Tu es une Amazone, maman. Quelque temps plus tôt, elle avait rédigé un exposé sur le sujet que Sarah avait corrigé, elle s'en souvient encore. Amazone vient du grec mazos, mamelle, précédé du a, privé de. Ces femmes de l'Antiquité se coupaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Elles formaient un peuple de guerrières, de combattantes à la fois craintes et respectées, qui s'unissaient au mal des peuplades voisines pour se reproduire, mais élever leur enfant seules. Elles employaient des hommes pour assurer les tâches domestiques. Elles menaient de nombreuses guerres, dont elles sortaient souvent vainqueurs. Cette guerre-là, hélas, Sarah n'est pas sûre de la gagner. Ce corps qu'elle a pendant des années contraint, ignoré, ce corps qu'elle a négligé, parfois même affamé, pas le temps de dormir, pas le temps de manger, tient aujourd'hui sa revanche. Il lui rappelle cruellement qu'il existe. Sarah n'est plus qu'une ombre, un ersatz d'elle-même, un pâle reflet de celle qu'elle a été, qui lui renvoie le miroir sans pitié. Ses cheveux plus que tout la désolent. Elle les perd maintenant par poignées. L'oncologue l'avait prévenu, sombre oracle. À la 2e séance de chimiothérapie, ils commenceront à tomber. Sarah a trouvé ce matin des dizaines de petites victimes sur son oreiller. Cet événement, elle l'appréhende plus que tout autre. L'alopécie, c'est l'incarnation de la maladie. Une femme chauve, c'est une femme malade. Peu importe qu'elle ait un pull magnifique, des talons hauts, un sac dernier cri, personne ne les remarquera. Il n'y aura rien d'autre que ça, ce crâne nu qui est un aveu, une confession, une souffrance. Un homme rasé peut être sexy, une femme chauve sera toujours malade, pense Sarah.
Le cancer lui aura donc tout pris. Son métier, son apparence, sa féminité. Elle songe à sa mère, vaincue par la même maladie. Elle se dit alors qu'elle pourrait regagner son lit et s'éteindre en silence, la rejoindre là-bas, dans sa demeure sous la terre, partager son repos éternel. C'est une pensée morbide, bien que réconfortante. Il est parfois doux de songer que tout a une fin, que le plus grand des tourments peut s'arrêter demain. Lorsqu'elle pense à elle, c'est son élégance qui lui revient. Même affaiblie, sa mère ne sortait jamais sans être maquillée, coiffée, les ongles faits. Les ongles, c'était un détail d'importance, elle le disait souvent. Toujours soigner ses mains. Pour beaucoup, ce n'était rien, une coquetterie, une futilité, mais pour elle, c'était un signe, un geste qui signifiait « je prends encore le temps de m'occuper de moi ». Je suis une femme active, débordée, j'ai des responsabilités, 3 enfants, un cancer, le quotidien me dévore, mais je n'ai pas renoncé, je n'ai pas disparu, je suis là, toujours là, féminine et soignée, entière. Voyez le bout de mes doigts, je suis là. Sarah est là, devant la glace. Elle regarde ses ongles abîmés, ses cheveux clairsemés. Elle sent alors quelque chose vibrer du plus profond d'elle-même, comme si une infime partie de son être refusait de se laisser condamner. Non, elle ne va pas disparaître. Elle ne va pas renoncer. Une Amazone, voilà ce qu'elle est, une guerrière, une combattante. Une Amazone ne se laisse pas aller. Elle se bat jusqu'à son dernier souffle. Elle n'abandonne jamais. Il faut retourner au combat, reprendre la lutte, au nom de sa mère, au nom de sa fille et de ses fils qui ont besoin d'elle, au nom de toutes ces guerres qu'elle a menées. Elle doit continuer. Elle ne s'allongera pas dans ce lit, ne s'abandonnera pas à cette petite mort qui lui tend les bras. Elle ne se laissera pas ensevelir, pas aujourd'hui. Rapidement, elle s'habille. Pour cacher ses cheveux, elle attrape un bonnet dans le placard. C'est un bonnet d'enfant oublié là, à l'effigie d'un super-héros. Qu'importe, il lui tiendra chaud. Ainsi vêtue, elle sort de la maison. Dehors, il neige. Elle a mis un manteau par-dessus 3 pulls qu'elle a superposés. Ainsi vêtue, elle paraît toute petite, on dirait un mouton d'Écosse, ployant sous le fardeau de sa laine enchevêtrée. Sarah quitte la maison. C'est aujourd'hui. Elle l'a décidé. Elle sait exactement où aller. Giulia, Palerme, Sicile. Les Italiens veulent des cheveux italiens. La phrase est tombée comme un couperet. Dans le salon de la maison familiale, Giulia vient d'exposer à sa mère et ses sœurs son projet d'importer les cheveux indiens pour sauver l'atelier. Les jours qui ont précédé, elle a travaillé d'arrache-pied à l'élaboration de son plan. Elle a fait une étude de marché, préparé un dossier pour la banque. Il faudra investir, inévitablement. Elle a travaillé jour et nuit, négligeant son sommeil, mais qu'importe. Elle se sent investie d'une mission quasi divine. Elle ignore d'où lui vient cette confiance, cette énergie soudaine. Est-ce la présence bienveillante de Kamal à ses côtés? Est-ce son père, du fond de son coma, qui lui donne sa force et sa foi? Giulia se sent prête à soulever des montagnes, des Apennins jusqu'à l'Himalaya. Ce n'est pas l'appât du gain qui l'attire. Elle n'a que faire des millions dont se vante l'homme anglais. Elle n'a pas besoin d'une piscine ou d'un hélicoptère. Tout ce qu'elle veut, c'est sauver l'atelier de son père et mettre sa famille à l'abri. Ça ne marchera pas, dit la mamma. Les Lanfredi se sont toujours approvisionnés en Sicile. La cascatura est une coutume ancestrale ici. On ne peut pas bousculer impunément la tradition, affirme-t-elle. La tradition va les perdre, répond Giulia. Les comptes sont sans appel, l'atelier fermera dans un mois tout au plus. Il faut repenser la chaîne de production, s'ouvrir à l'international, accepter que le monde change et change avec lui. Les entreprises familiales qui refusent d'évoluer ferment les unes après les autres dans le pays. Aujourd'hui, il faut voir grand plus loin que les frontières. C'est une question de survie. Évoluer ou mourir. Il n'y a pas d'autre choix. Tout en parlant, Giulia se sent pousser des ailes, comme si elle était soudain avocate à la barre d'un grand tribunal lors d'un important procès. Ce métier l'a toujours fascinée, un métier réservé aux gens cultivés de la bonne société. Il n'y a pas d'avocat chez les Lanfredi, juste des ouvriers. Pourtant, cela lui aurait tant plu de défendre de grandes causes, d'être une femme puissante et distinguée.
Elle y songe parfois à cette pensée, et cette pensée va rejoindre les limbes de ses rêves oubliés. Avec fougue, pardon, avec fougue, Julia évoque la qualité des cheveux indiens, reconnus par de nombreux experts. Si les Asiatiques sont les plus solides, les Africains les plus fragiles, les Indiens sont les meilleurs, tant du point de vue de leur texture que de la possibilité de les colorer. Une fois dépigmentés et teints, ils sont en tout point semblables aux cheveux européens. Francesca se met à la discussion. Elle est d'accord avec leur mère, cela ne marchera jamais. Les Italiens ne voudront pas de cheveux importés. Julia n'est pas étonnée. Sa sœur appartient au cercle des sceptiques, de ceux qui voient le monde en noir, en gris, ceux qui répondent non avant de penser oui. Ceux qui remarquent toujours les détails qui fâchent au milieu du paysage, la tache minuscule sur la nappe, ceux qui explorent la surface de la vie à la recherche d'une aspérité à gratter, comme s'ils se réjouissaient de ces fausses notes du monde qu'ils en faisaient leur raison d'être. Elle est une image inversée de Julia, une version d'elle en négatif au sens photographique du terme. Sa luminescence est inversement proportionnelle à la sienne. Si les Italiens n'en veulent pas, ils s'ouvriront à d'autres marchés, reprend Julia. Les Américains, les Canadiens, le monde est grand et il a besoin de cheveux. Les rajouts, les extensions, les perruques sont un secteur en pleine expansion. Il faut prendre la vague au lieu de se laisser submerger. Francesca n'épargne à Julia ni ses doutes ni sa défiance. Elle ne mâche pas ses mots, la grande sœur. Comment compte-t-elle s'y prendre? Elle, qui n'a jamais quitté l'Italie, n'a même jamais pris l'avion, et dont l'horizon s'arrête au contour de la baie de Palerme, comment parviendrait-elle à ce tour de force, ce miracle? Mais Julia veut croire en son rêve. Internet a aboli les distances. Le monde tient dans leurs mains à présent, comme ce globe lumineux qu'elle avait reçu enfant. L'Inde est tout proche, et presque continent à leur porte. Elle a longuement étudié les prix. Elle connaît le cours du cheveu. Son projet n'est pas irréalisable. Il demande seulement du courage et de la foi. Elle n'en manque pas. Adela ne dit rien. Assise dans un coin, elle regarde ses sœurs s'affronter. En toutes circonstances, elle reste neutre, indifférente à ce qui fait le monde. En un mot, adolescente. Il faut fermer l'atelier et vendre les murs, reprend Francesca. Cela permettra de rembourser une partie de l'hypothèque de la maison. Et de quoi vivra-t-on? Répond Julia. Pense-t-elle qu'il soit aisé de trouver du travail? Et leurs ouvrières, y a-t-elle pensé? Quel avenir pour ces femmes qui ont travaillé pour eux durant toutes ces années? La discussion vire à l'affrontement. La mamma sait qu'elle va devoir trancher, séparer ses filles dont les éclats de voix résonnent dans la maison. Elles ne se sont jamais comprises, pense-t-elle amèrement, jamais entendues. Leur relation n'est qu'une succession de conflits, dont celui-ci est le point culminant. Elle doit prendre une décision pour les départager. Il est vrai qu'il faut penser aux ouvrières, dit-elle. C'est une question d'honneur et de respect. Néanmoins, Francesca a raison sur un point. Les Italiens veulent des cheveux italiens. Cette phrase sonne le glas du projet de Julia. Elle quitte la maison, accablée. Elle savait qu'il lui faudrait se battre pour son projet, mais était loin d'imaginer une telle opposition. Elle se sent comme après une nuit de fête, nauséeuse, dégrisée. Sans l'accord de sa mère et ses sœurs, elle ne peut rien faire à l'atelier. Elles viennent de piétiner ses châteaux en Espagne. Son bel enthousiasme s'est effrité et cède la place au doute, à la peur. Elle va trouver refuge à l'hôpital au chevet de son père. Qu'aurait-il dit? Qu'aurait-il fait? Elle aimerait tant se réfugier dans ses bras, pleurer longuement, telle une enfant. Sa foi est en train de l'abandonner. Elle ne sait plus ce qu'elle devrait faire. Persévérer dans ce projet ou l'enterrer, le brûler sur l'autel de la raison, au nom de ces traditions qui meurent lentement. Elle est abattue, épuisée, si lasse de ces nuits sans sommeil, qu'elle pourrait s'endormir là, sur ce lit, près du papa, dormir 100 ans, comme lui, voilà ce qu'elle voudrait. Julia ferme les yeux. Elle se retrouve soudain là-haut, sur le toit, dans le laboratorio. Son père est là, assis devant la mer, comme autrefois. Il n'a pas l'air de souffrir. Il semble serein, apaisé.
Il lui sourit comme s'il l'attendait. Julia vient s'asseoir près de lui. Elle lui dit ses tourments, son chagrin, son sentiment d'impuissance qui l'étreint. Elle lui dit qu'elle est désolée pour l'atelier. Ne laisse personne te détourner de ton chemin, lui répond-il. Tu dois garder la foi. Ta volonté est grande. Je crois en ta force, en tes capacités. Tu dois persévérer. La vie est prévue de grandes choses pour toi. Un bruit aigu retentit. Julia s'éveille en sursaut. Elle s'est endormie là, près de son père, sur son lit d'hôpital. Autour de lui, les machines qui le retiennent en vie se sont mises à sonner. Des infirmières se précipitent à son chevet. À cet instant précis, Julia sent la main de son père bouger. Smita, temple de Tirupati, Andhra Pradesh, Inde. L'aube se lève sur la montagne de Tirumala. Smita et Lalita ont rejoint la queue des pèlerins devant l'entrée du temple. Un enfant s'avance, c'est leur temps, des ladus, des pâtisseries rondes préparées à base de fruits secs et de lait concentré. Leur poids et leur composition sont codifiés. La recette a été dictée par le Dieu lui-même, précise-t-il. Elles sont cuisinées à l'intérieur du temple par les achakas, ces prêtres de père en fils qui leur offrent aux pèlerins. En consommer fait partie intégrante du processus de purification. Smita remercie Dieu pour ce repas providentiel. Regardie par ses heures de sommeil et le goût sucré des ladus, elle se sent prête à tous les sacrifices. Elle n'a pas encore dit à Lalita ce qui les attend à l'intérieur. Si les plus riches déposent des offrandes de vivres et de fleurs, des bijoux d'or et de pierres précieuses, les plus pauvres offrent à Lord Vakanteshwara le seul bien qu'ils possèdent, leurs cheveux. C'est une tradition ancestrale millénaire. Faire don de ses cheveux, c'est renoncer à toute forme d'ego, accepter de se présenter à Dieu dans son apparence la plus humble, la plus nue. Après avoir pénétré dans le temple, Smita et Lalita s'engagent dans les couloirs grillagés où des milliers de Dalits patientent des jours durant. L'attente est longue, jusqu'à 48 heures, précise un homme assis par terre à l'entrée. Les plus fortunés peuvent acheter un ticket pour passer plus vite. Des familles entières dorment là pour ne pas perdre leur tour. Après des heures interminables passées dans ces cages de fortune, elles débouchent enfin dans le Kalyanakata, un gigantesque bâtiment de 4 étages où s'activent des centaines de barbiers. Une véritable fourmilière fonctionnant jour et nuit. Le plus grand salon de coiffure du monde, dit-on ici. Le prix pour être rasé est de 15 roupies, apprend Smita. Décidément, rien n'est gratuit, pense-t-elle. Bonsoir, merci pour les likes, c'est gentil. À perte de vue dans la salle immense, des hommes, des femmes portant leurs bébés dans les bras, des enfants, des vieillards, passent sous les lames des barbiers, en psalmodiant une prière à l'intention de Vishnu. À la vue de ces centaines de têtes rasées à la chaîne, Lalita prend peur. Elle se met à pleurer. Elle ne veut pas donner ses cheveux, elle les aime trop. En guise de défense, elle serre contre elle sa poupée, ce petit bout de chiffon qu'elle n'a pas lâché du voyage. Smita se penche vers elle et murmure à son oreille doucement. N'aie pas peur, Dieu nous accompagne. Tes cheveux repousseront. Ils seront encore plus beaux qu'avant. Ne t'inquiète pas, je passerai devant toi. La voix douce de sa mère la réconforte un peu. Elle observe des enfants dont le crâne vient d'être tondu. Ils se passent la main sur la tête en riant. Ils n'ont pas l'air de souffrir, au contraire. Ils semblent s'amuser de cette apparence nouvelle. Leur mère, le crâne lisse elle aussi, les enduit d'huile de santal, un liquide jaune censé protéger la peau du soleil et des infections. Leur tour est venu. Le barbier fait signe à Smita d'avancer. Celle-ci s'exécute avec dévotion. Elle s'agenouille, ferme les yeux et commence à réciter une prière tout bas. Ce qu'elle murmure à Vishnu, là, au milieu de cette salle immense, est son secret. C'est un instant qui n'appartient qu'à elle. Elle y a pensé des jours durant, elle y pense depuis des années. Le barbier effectue une brève manipulation pour changer de lame. Le directeur du temple est très strict à ce sujet. Une lame pour chaque pèlerin, telle est la consigne. Dans sa famille, on est barbier de père en fils depuis des générations. Tous les jours, il effectue les mêmes gestes, les répète tant et tant qu'il en rêve la nuit. Il imagine des océans de cheveux,
dans lesquels il se noie parfois. Il demande à Smita de tresser les siens. Cela facilitera la tonte et le ramassage. Puis il l'asperge d'eau et démarre le rasage. Lalita jette à sa mère un regard inquiet, mais Smita lui sourit. Vishnu l'accompagne. Il est là, tout près. Il la bénit. Tandis que les mèches tombent à ses pieds, Smita ferme les yeux. Ils sont des milliers autour d'elle, dans la même position, à prier pour une vie meilleure, à offrir la seule chose que le monde leur ait donnée, ses cheveux, cette parure, ce cadeau qu'ils ont reçu du ciel, et qui lui rendent, ici, les mains jointes, agenouillés sur le sol du Kalyanakata. Lorsque Smita ouvre les yeux, son crâne est lisse comme un œuf. Elle se redresse et se sent soudain incroyablement légère. C'est une sensation nouvelle, presque grisante. Un frisson la parcourt. Elle observe à ses pieds son ancienne chevelure, un petit tas noir de jet, tel un reste d'elle-même, un souvenir déjà. Maintenant, son âme et son corps sont purs. Elle se sent apaisée, bénie, protégée. Lalita s'avance à son tour devant le barbier. Elle tremble légèrement. Smita lui prend la main en changeant sa lame. L'homme jette un coup d'œil admiratif à la tresse de sa fille. Pardon. À la tresse de la fillette qui lui descend jusqu'à la taille. Ses cheveux sont magnifiques, soyeux, épais. Les yeux dans ceux de sa fille, Smita murmure avec elle la prière qu'elles ont tant de fois récitée devant le petit autel. Dans la cahute, à bas de la pure. Elle pense à leurs conditions. Elle se dit qu'elles sont pauvres aujourd'hui, mais que peut-être un jour, Lalita possédera une voiture. Cette pensée la fait sourire et lui donne de la force. La vie de sa fille sera meilleure que la sienne grâce à cette offrande qu'elles font ici, aujourd'hui. À la sortie du Kalyanakata, la lumière les éblouit. Sans cheveux, leurs visages se ressemblent plus qu'avant, plus que jamais. Elles paraissent plus jeunes ainsi, plus fluettes. Elles se tiennent par la main et se sourient. Elles sont arrivées jusque-là. Le miracle s'est accompli. Smita le sait. Vishnu tiendra ses promesses. À Chéné, ses cousins les attendent. Demain, une nouvelle vie commence. En s'éloignant vers le sanctuaire d'or, la main de sa fille dans la sienne, Smita ne se sent pas triste. Non, vraiment, elle n'est pas triste, car d'une chose elle est sûre, de leur offrande, Dieu saura se montrer reconnaissant. Bonsoir, merci Hélène, c'est gentil. Julia, Palerme, Sicile. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Julia se souvient de cette phrase de Mark Twain qu'elle avait lue enfant et qui lui avait plu. Elle y songe aujourd'hui, en patientant sur le tarmac de l'aéroport Falcone Borsalino. Elle est émue. En attendant cet avion venu du bout du monde, chargé de la première cargaison de cheveux. Le papa ne s'est pas réveillé. Il est mort ce jour-là, à l'hôpital, alors qu'elle était près de lui, après ce rêve étrange dont elle se souviendra toute sa vie. Au moment de partir, il a serré sa main, comme pour lui dire adieu. Comme pour lui dire « vas-y ». Il lui a passé le relais avant de s'en aller. Julia le sait. Pendant que les médecins tentaient de la réanimer, elle lui a promis qu'elle sauverait l'atelier. C'est un secret entre elle et lui. Elle a tenu à organiser la cérémonie religieuse dans la chapelle qu'il aimait. Sa mère a protesté. L'endroit est trop petit, disait-elle, pour que tout le monde soit assis. Pietro avait tant d'amis. Il était si populaire. Il avait aussi toute sa famille venue des 4 coins de Sicile et puis ses ouvrières. Qu'importe, a dit Giulia. Ceux qui l'aiment resteront debout. La mère a fini par céder. Depuis quelque temps, elle ne reconnaît plus sa fille. Julia, d'ordinaire si sage, si posée, si docile, se montre étonnamment obstinée. Une détermination nouvelle s'est emparée d'elle. Dans son combat pour sauver l'atelier, elle a refusé d'abdiquer. Pour sortir de l'impasse, elle a proposé d'organiser un vote auprès des ouvrières. La chose s'est déjà pratiquée ailleurs, a-t-elle dit, sur d'autres sites menacés. En outre, il est légitime de leur demander leur avis. C'est aussi d'elle qu'il s'agit. Sa mère en a convenu. Ces seront acceptées.
Afin que les plus jeunes ne soient pas influencés par les plus âgés, il a été décidé que le vote se tiendrait en bulletin secret. Les ouvrières ont été invitées à choisir entre une nouvelle orientation de l'atelier, impliquant l'importation des cheveux indiens, ou sa fermeture et un licenciement négocié, une maigre prime leur étant concédée. Bien sûr, la première solution comporte des risques, des aléas certains que Julia ne leur a pas cachés. Le vote s'est tenu dans la grande salle de l'atelier. La mamma était présente, ainsi que Francesca et Adela. C'est Julia qui a procédé au dépouillement. D'une main tremblante, elle a ouvert chacun des papiers jetés dans le chapeau du pape. C'est elle qui en a eu l'idée, comme un ultime hommage rendu à son père. Ainsi, il est un peu avec nous aujourd'hui, a-t-elle dit. Par 7 voix contre 3, la majorité a tranché. Julia se souviendra longtemps de ce moment. Elle a eu du mal à cacher sa joie. Par l'intermédiaire de Kamal, elle a noué un contact en Inde avec un homme installé à Chennai. Il a fait des études de commerce à l'université. Il sillonne le pays et s'étemple à la recherche de cheveux à acheter. Il est dur en affaires, mais Julia se révèle très tenace au jeu de la négociation. Mia cara, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, s'en amuse la nonne. À 20 ans seulement, elle se retrouve à la tête de l'atelier. Elle est aujourd'hui la plus jeune entrepreneuse du quartier. Elle s'est installée dans le bureau de son père. Au mur, elle contemple souvent sa photo près de celle de ses aïeux. Elle n'a pas encore osé y encadrer la sienne. Cela viendra. Lorsqu'elle se sent triste, elle monte là-haut sur le toit dans le laboratorio. Elle s'assoit face à la mer et pense à son père, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Elle sait qu'elle n'est pas seule. Son papa est à ses côtés. Aujourd'hui, Kamal se tient près de Julia. Il a tenu à l'accompagner à l'aéroport. Ces derniers temps, ils ont partagé plus que des pauses déjeuner. Il s'est révélé d'un indéfectible soutien pour elle, a accueilli avec bienveillance chacune de ses idées, s'est montré enthousiaste, inventif, entreprenant. Il était son amant, il est devenu son complice et son confident. L'avion paraît enfin. En voyant ce point dans le ciel qui grossit lentement, Julia se dit que leur avenir est là, tout entier, dans la soute de cet avion de marchandises, au ventre bombé. Elle prend la main de Kamal. Il lui semble à cet instant qu'ils ne sont plus que deux êtres indépendants, aux trajectoires hasardeuses, errant dans les méandres de l'existence, mais un homme et une femme qui s'amarrent l'un à l'autre. Qu'importe ce qu'en diront la mamma, pense Julia, sa famille et les gens du quartier. Elle se sent femme aujourd'hui, auprès de cet homme qui l'a révélée. Cette main, elle n'est pas près de la lâcher. Dans les années qui suivront, elle la serrera souvent, dans la rue, au parc, à la maternité en dormant, en jouissant, en pleurant, en mettant au monde leurs enfants. Cette main, elle la tient pour longtemps. L'avion atterrit puis s'arrête. Rapidement, les conteneurs sont déchargés, acheminés vers le centre de tri où s'activent les manutentionnaires. Dans l'entrepôt, Julia signe un reçu indiquant qu'elle prend possession de la marchandise. Le colis est là, devant elle, pas plus gros qu'une valise. Tremblante, elle attrape un cutter pour en éventrer le flanc. Les premiers cheveux apparaissent. Elle saisit une mèche, délicatement. Des cheveux longs, très longs, noirs de jais. Des cheveux de femme, assurément, soyeux et épais. Juste à côté, une autre mèche, un peu moins longue. Celle-ci est douce comme de la soie ou du velours. On dirait des cheveux d'enfant. Ils ont été achetés le mois dernier au temple de Tirupati, a précisé son correspondant. Le lieu de culte le plus fréquenté au monde, toutes les religions confondues, devant la Mecque et le Vatican. Ce détail a marqué Julia. Elle pense alors à ces hommes, à ces femmes qu'elle ne connaît pas et ne rencontrera jamais, venus faire un don de leurs cheveux. Leur offrande est un cadeau de Dieu, se dit-elle. Elle voudrait les prendre dans ses bras pour les remercier. Ils ne sauront jamais où ils sont partis leurs cheveux. Quel périple incroyable ils auront accompli, quelle odyssée. Leur voyage pourtant ne fait que commencer. Un jour, quelqu'un, quelque part dans le monde, portera ces mèches que ses ouvrières vont démêler, laver et traiter. Cette personne ne se doutera pas du combat qu'il aura fallu mener. Elle portera ses cheveux, et peut-être seront-ils sa fierté, comme ils sont celles de Julia aujourd'hui.
À cette pensée, elle sourit. La main de Kamal dans la sienne, elle se dit que sa place est là, qu'elle l'a enfin trouvée. L'atelier de son père est sauvé. Il peut reposer en paix. Un jour, ses enfants viendront prolonger sa lignée. Elle leur apprendra le métier, les emmènera sur ces routes qu'elle sillonnait jadis avec lui, en Vespa. Le rêve revient parfois. Julia n'a plus 9 ans. Il n'y aura plus jamais la Vespa de son père, mais elle sait à présent que l'avenir a fait des promesses et qui lui appartient désormais. Sarah, Montréal, Canada. Sarah marche dans les rues enneigées. En ce début du mois de février, les températures sont polaires, mais elle bénit l'hiver. Il est son alibi. Grâce à lui, son bonnet se fond dans la foule des badauds, coiffés comme elle pour affronter le froid. Elle croise un groupe d'écoliers se tenant par la main. Parmi eux, une fillette porte le même bonnet. Elle lui jette un regard complice et amusé. Sarah poursuit son chemin. Dans la poche de son manteau, elle tient la petite carte donnée par cette femme rencontrée à l'hôpital quelques semaines plus tôt. Elles étaient assises dans la même salle pour recevoir leur traitement et avaient engagé la conversation, naturellement, telles deux clientes à la terrasse d'un café. Elles étaient restées ainsi à parler tout l'après-midi. La discussion avait rapidement pris un tour intime, comme si la maladie les rapprochait, tissait un fil invisible entre elles. Sarah avait lu de nombreux témoignages sur Internet, sur des forums ou des blogs qui lui donnaient parfois l'impression de faire partie d'un club, d'un groupe de personnes averties, celles qui savent, qui ont traversé ça. Il y avait les anciens combattants, les Jedis, et qui n'en étaient pas leur première guerre, et les nouveaux entrés. Ah, les Jedi, d'accord, c'était mal écrit, pardon. Il y avait les anciens combattants, les Jedi, qui n'en étaient pas à leur première guerre, et les nouveaux entrés dans la maladie, les Padawans. Ceux-là, telle Sarah, avaient tout à apprendre. Ce jour-là, cette femme à l'hôpital, une Jedi, sans aucun doute, qui avait dû mener plus d'un combat, même si elle restait pudique sur sa maladie, avait évoqué ce magasin de chevelure d'appoint, selon l'expression consacrée au personnel compétent et discret. Elle avait donné à Sarah la carte du salon à utiliser le moment venu. Dans la lutte pour la guérison, il ne fallait pas négliger l'estime de soi, se disait-elle. L'image que vous renvoie le miroir doit être votre allié, non votre ennemi, avait-elle conclu d'un air avisé. Sarah avait rangé la carte, il n'y avait plus pensé. Elle avait tenté de retarder l'échéance, mais la réalité l'avait rattrapée. Le moment venu est arrivé. Sarah marche vers le salon dans les rues enneigées. Elle aurait pu prendre un taxi, mais elle a choisi de marcher. C'est comme un pèlerinage, un trajet qu'elle doit faire à pied, tel un rite de passage. Bonsoir, merci, c'est gentil. Aller là-bas, cela veut dire beaucoup. Cela signifie accepter, enfin, la maladie. Ne plus la rejeter, ne plus la nier, la regarder en face telle qu'elle est. Pas comme une punition ni une fatalité, une malédiction à laquelle il faudrait se soumettre, mais plutôt comme un fait, un événement de sa vie, une épreuve à affronter. Tandis qu'elle se rapproche du salon, Sarah est prise d'une curieuse impression. Ce n'est pas un sentiment de déjà-vu, ni une prémonition, non. C'est une sensation plus profonde, diffuse dans sa pensée et tout son être, comme si ce chemin, étrangement, elle l'avait déjà fait. C'est pourtant la première fois qu'elle s'aventure dans ce quartier. Sans qu'elle puisse l'expliquer, il lui semble que quelque chose l'attend là-bas, qu'elle y a rendez-vous depuis longtemps déjà. Elle pousse la porte du salon. Une femme élégante l'accueille poliment. Et... Pardon. Bonsoir Nono. La tresse de Laetitia Colombani. Pardon. Une femme élégante l'accueille poliment et la conduit dans un couloir jusqu'à une petite pièce meublée d'un fauteuil et d'un miroir. Sarah enlève son manteau, pose son sac. Elle marque un temps
avant de retirer son bonnet. La femme l'observe un instant sans parler. Je vais vous montrer nos modèles. Avez-vous une idée de ce que vous recherchez? Le ton de sa voix n'est ni obséquieux ni compatissant. Il est juste sans fioriture. Instantanément, Sarah se sent en confiance. La femme sait de quoi elle parle, assurément. Elle a dû rencontrer des dizaines, des centaines de femmes dans son cas. Elle doit en voir toute la journée. Pourtant, à cet instant, Sarah a l'impression d'être unique, du moins d'être traitée comme telle. Ne pas dramatiser, ne pas banaliser, c'est tout un art que la femme exerce avec délicatesse. Devant sa question, Sarah est embarrassée. Elle ne sait pas, elle n'a pas réfléchi. Elle voudrait quelque chose de vivant, de naturel, qui lui ressemble en fait. C'est un peu bête, se dit-elle. Comment des cheveux qui lui sont tout à fait étrangers pourraient-ils lui aller? Épouser son visage, sa personnalité. La femme s'éclipse un moment et revient avec des cartons en forme de boîte à chapeau. Dans la première, elle sort. Bonsoir, c'est gentil, merci. Une perruque Auburn. Synthétique, précise-t-elle, fabriquée au Japon. Elle la secoue vigoureusement, tête en bas. Dans les boîtes, elles prennent parfois de faux plis. Il faut leur redonner leur forme humaine, dit-elle. Sarah l'essaye, peu convaincue. Elle ne se reconnaît pas sous cet amas de cheveux épais. Ce n'est pas elle sous cette boule de poils. Elle paraît déguisée. Merci, c'est gentil. Un bon rapport qualité-prix, commente la femme. Mais ce n'est pas notre meilleur produit. D'une deuxième boîte, elle sort une autre perruque, artificielle à nouveau, mais de haute qualité, classée grand confort. Sarah ne sait que dire. Elle reste songeuse devant cette image qui lui renvoie le miroir, qui n'est définitivement pas la sienne. La perruque n'est pas mal. Elle n'a rien à lui reprocher, si ce n'est qu'elle fait perruque. Non, impossible. Mieux vaut encore un foulard ou un bonnet. La femme attrape alors la troisième boîte. Elle contient un dernier modèle, en cheveux humains, précise-t-elle. Un produit rare et coûteux, mais certaines femmes sont prêtes à la dépenser. Sarah contemple la perruque d'un air surpris. Les cheveux sont de la même couleur que les siens. Ils sont longs, soyeux, infiniment doux et épais. Des cheveux indiens, indique la femme. Ils, ils ont été traités, décolorés et teints en Italie, en Sicile plus exactement, puis fixés cheveux par cheveux sur une base en tulle dans un petit atelier. La technique de la tresse a été utilisée, plus longue mais plus solide que l'implantation en crochet. 80 heures de travail pour cette 50 000 cheveux environ. Pour 150 000 cheveux environ. Un produit rare, de la belle ouvrage, comme on dit dans le métier, ajoute la femme avec fierté. Elle aide Sarah à positionner la perruque, toujours d'avant en arrière. Au début, cela semble difficile, mais on prend vite l'habitude, lui dit-elle. À la longue, elle n'aura même plus besoin d'un miroir. Bien sûr, elle peut la faire recouper à son goût dans un salon de coiffure. L'entretien est simple, du shampoing et de l'eau, comme pour ses propres cheveux. Sarah relève la tête et s'observe dans le glace. Une femme nouvelle se tient devant elle, qui lui ressemble et qui en même temps en est une autre. C'est un sentiment étrange. Elle reconnaît pourtant ses traits, sa peau pâle, ses yeux cernés. C'est elle, oui, c'est bien elle. Elle touche les mèches, les arrange, les modèles, les sculpte dans une tentative qui n'est pas de l'appropriation, plutôt un apprivoisement. Les cheveux n'opposent pas de résistance, ils se laissent dompter, docilement, généreusement. Ils épousent lentement l'ovale de son visage. Ils s'abandonnent. Sarah les lisse, les caresse, les coiffe, les trouvant si coopératifs qu'elle en est presque reconnaissante. Imperceptiblement, ses cheveux lui sont étrangers et deviennent les siens. Ils s'accordent à sa figure, à sa silhouette, à ses traits. Sarah contemple son reflet. Ce qu'elle avait perdu, il lui semble alors que cette chevelure lui rend. Sa force, sa dignité, sa volonté, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle était. Sarah forte et fière. Et belle. Soudain, elle se sent prête. Elle se tourne vers la femme et lui demande de lui raser la tête. Elle veut le faire là, maintenant.
Elle portera la perruque dès aujourd'hui. Elle n'aura pas honte de retourner chez elle ainsi. Et puis, elle parviendra mieux à l'ajuster sans cheveux en dessous. Ce sera plus facile. De toute façon, il faudra le faire tôt ou tard. Autant que ce soit là, ici, puisqu'on a la force à cet instant. La femme acquiesce, munie d'un rasoir, elle s'acquitte de la tâche d'une main douce et experte. Lorsque Sarah rouvre les yeux, elle marque un temps de surprise. Fraîchement rasée, sa tête a l'air plus petite qu'avant. Elle ressemble à sa fille lorsqu'elle avait 1 an, avant que ses cheveux ne poussent. Un bébé, voilà de quoi elle a l'air. Elle tente d'imaginer la réaction de ses enfants. Ils seraient surpris de la voir ainsi. Elle leur montrera peut-être un jour, plus tard. Ou pas. Elle place la perruque sur son crâne lisse, selon les gestes montrés, et ajuste ses cheveux qui sont devenus les siens. Devant son image, dans la glace, Sarah est prise d'une certitude. Elle va vivre. Elle va voir grandir ses enfants. Elle les verra devenir adolescents, adultes, parents. Plus que tout, elle veut savoir quels seront leurs goûts, leurs aptitudes, leurs amours, leurs talents. Les accompagner sur le chemin de la vie. Être cette mère bienveillante, tendre et attentionnée qui marche à leur côté. Elle sortira vainqueur de ce combat, exsangue peut-être, mais debout. Qu'importe le nombre de mois, d'années de traitement, qu'importe le temps qu'il faudra, elle consacrera désormais toute son énergie, chaque minute, chaque seconde, à lutter corps et âme contre la maladie. Elle ne sera plus jamais Sarah Cohen, cette femme puissante et sûre d'elle que beaucoup admiraient. Elle ne sera plus jamais invincible, plus jamais une super-héroïne. Elle sera elle, Sarah, une femme que la vie a malmenée, entamée, mais elle sera là, avec ses cicatrices, ses failles et ses blessures. Elle ne cherchera plus à les cacher. Sa vie d'avant était un mensonge, celle-ci sera la vraie. Lorsque la maladie lui laissera du répit, elle montera son propre cabinet, avec les quelques clients qui croient encore en elle et voudront bien la suivre. Elle engagera une procédure contre Johnson et Lockwood. Elle est une bonne avocate, l'une des meilleures de la ville. Elle rendra publique la discrimination dont elle a fait l'objet, au nom de ces milliers d'hommes et de femmes que le monde du travail a trop vite condamnés et qui, comme elle, endurent une double peine. Pour eux, elle se battra. C'est ce qu'elle sait faire de mieux. Tel sera son combat. Elle apprendra à vivre autrement, elle profitera de ses enfants, posera des jours de congé pour les kermesses, les spectacles de fin d'année. Elle ne ratera plus un seul de leur anniversaire. Elle les emmènera en vacances, l'été en Floride, l'hiver au ski. Plus personne ne lui prendra ça, ces moments d'eux, qui sont aussi sa vie. Il n'y aura plus de murs, plus jamais de mensonges. Elle ne sera plus jamais une femme coupée en deux. En attendant, il faut lutter contre la mandarine, avec les armes que la nature a bien voulu lui donner. Son courage, sa force, sa détermination, son intelligence aussi. Sa famille, ses enfants, ses amis, et puis les médecins, les infirmières, les oncologues, les radiologues, les pharmaciens, qui se battent chaque jour pour elle à ses côtés. Il lui semble soudain qu'elle est au début d'une épopée pharaonique, qu'une formidable énergie est déployée autour d'elle. Elles sentent un courant chaud la traverser, une effervescence nouvelle, un papillon inédit qui bat tout doucement dans son ventre. Dehors, il y a le monde, il y a la vie, et ses enfants. Elle va aller les chercher à l'école aujourd'hui. Elle imagine déjà leur surprise. Elle ne l'a jamais fait, ou si peu. Anna, sans doute, sera émue. Les jumeaux courront vers elle. Ils feront des remarques sur sa coupe, sur ses nouveaux cheveux. Sarah, alors, leur expliquera. Elle leur dira pour la mandarine, pour son travail, pour la guerre qu'ensemble ils vont devoir mener. En s'éloignant du salon, Sarah pense à cette femme du bout du monde en Inde qui a donné ses cheveux à ces ouvrières siciliennes qui les ont patiemment démêlés et traités, à celle qui les a assemblés. Elle se dit alors que l'univers travaille de concert en sa guérison. Elle songe à cette phrase du Talmud. Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier la sauve et Sarah voudrait lui dire merci. Elle se dit qu'elle est là, oui, bien là aujourd'hui. Elle est là pour longtemps encore. À cette pensée, elle sourit. Épilogue.
Mon ouvrage est terminé, la perruque est là devant moi. Le sentiment qui m'envahit est unique. Nul n'en est le témoin. C'est une joie qui m'appartient. Le plaisir de la tâche accomplie, la fierté du travail bien fait, tel un enfant devant son dessin. Je souris. Je songe à ces cheveux, à l'endroit d'où ils viennent, au chemin qu'ils ont fait, à celui qu'ils feront encore. Leur route sera longue, je le sais. Ils verront plus du monde que je n'en verrai jamais, enfermés dans mon atelier. Qu'importe leur voyage, est aussi le mien. Je dédie mon travail à ces femmes liées par leurs cheveux, comme un grand filet d'âme, à celles qui aiment, enfantent, espèrent, tombent et se relèvent 1000 fois, qui déploient mais ne succombent pas. Je connais leurs combats. Je partage leurs larmes et leurs joies. Chacune d'elles est un peu moi. Je ne suis qu'un lien, un trait d'union dérisoire qui se tient à l'intersection de leur vie, un fil ténu qui les relie, et aussi fin qu'un cheveu, invisible au monde et aux yeux. Demain, je remettrai à l'ouvrage d'autres histoires m'attendent, d'autres vies, d'autres pages. Je vous remercie à tous d'être passés, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Non, pas pour la suite, pardon, pour un nouveau livre. Bisous, bisous.